Dans l'ascenseur, ça sentait le plastique fondu et la poussière, même si le ventilateur était silencieux et que la lampe clignotait à peine. Comme si quelqu'un avait activé l'enregistrement dans l'obscurité. Sur le tapis près de la porte, il y avait une clé plate qui n'était pas à lui, froide comme une pièce de monnaie sortie de la neige. Il la retourna et la posa sur la boîte aux lettres, décidant de la remettre au concierge le lendemain matin. La caméra au plafond du couloir clignota brièvement lorsqu'il inséra la clé dans la serrure, et ce clignotement résonna comme une toux sèche dans la maison. Il commença par la remarque habituelle pour la chaîne. Il salua les téléspectateurs, leur demanda d'écrire dans les commentaires d'où ils écoutaient, dit qu'aujourd'hui, il y aurait une histoire sur un appartement qui changeait chaque jour de la largeur d'une paume, et leur souhaita une écoute paisible sans craintes inutiles. Il a ajouté qu'il raconterait sans grands mots, seulement à travers des objets et des détails répétitifs. Sa vie était simple et économe. Il travaillait à distance dans un service d'assistance et avait un deuxième emploi le soir, car il avait peur de ne pas pouvoir payer son loyer. Le contrat expirait à l'automne et il n'avait nulle part où aller. Sa mère vivait en banlieue et lui assurait souvent qu'elle se débrouillerait seule. Mais il lui envoyait quand même un peu d'argent, comme il le pouvait. Cela lui permettait d'économiser du temps et de l'énergie pour tout le reste, et il était très strict sur l'ordre. La chaise sous la table, la tasse sur son support, la serviette à l'envers pour qu'elle sèche, les clés dans un bol près de la porte. La chaise fut la première à bouger. Le matin, il la trouva plus près de la fenêtre, à une distance équivalente à la largeur de sa paume. Il ne se souvenait pas l'avoir déplacée. Le lendemain, la tasse se trouvait dans un autre coin de la table, plus près du bord, alors qu'il n'aimait pas prendre de tels risques. Une semaine plus tard, l'aimant sur le réfrigérateur était plus bas, mais la trace qu'il avait laissée sur le métal était plus haute. Il décida que c'était de la fatigue et de la distraction, mais il traça un trait fin au crayon sur le bord de la table et posa la tasse tout contre. Le lendemain matin, la tasse était un peu plus éloignée et la ligne semblait s'être estompée. Il pensa que le bois avait peut-être bougé à cause de l'humidité et redessina une ligne plus épaisse. Le soir, il prit une photo avec un trépied, le coin de la table, le bord de l'étagère, la prise électrique et rangea son téléphone. La ligne d'observation s'est formée d'elle-même. Premièrement, la chaise. Deuxièmement, la tasse. Troisièmement, l'ombre près de la plinthe qui, le soir, rampait vers le milieu de la pièce, même si le soleil se couchait du côté opposé. Quatrième élément, l'interrupteur dans le couloir. Ma main le trouvait même sans le regarder, mais désormais, mon doigt cherchait à chaque fois un peu plus à droite. Cinquième élément, l'étagère au-dessus de la table. Sur l'album photo de la pendaison de crémaillère, elle était nettement plus haute. Il sortit les vieilles photos. Sur la photo avec sa mère, qui tenait une boîte de livres, l'étagère lui arrivait à hauteur d'épaule. À présent, le bord inférieur de l'étagère lui touchait l'oreille. Il prit un mètre ruban, le posa contre le plafond, mesura la distance jusqu'à l'étagère et nota le résultat.
Le lendemain matin, il répéta l'opération. La différence était de l'épaisseur d'un cahier. Il se dit que c'était idiot, mais prit quand même une nouvelle photo. Pour ne pas devenir fou, il décida de tendre un simple filet. Le soir venu, il traça une ligne à la craie le long de la plinth, fit 2 marques précises sur le sol et laissa la règle en place. Pour la nuit, il alluma son vieux téléphone en mode enregistrement et le posa sur l'armoire afin de voir toute la pièce. Le matin, la vidéo était vide, mais pendant la première nuit profonde, le cadre de la porte s'était légèrement déplacé vers le bord de l'image, comme si le téléphone lui-même avait bougé sous l'effet du souffle du sol. Il a vérifié l'horaire de l'ascenseur sur le panneau d'affichage et a remarqué une note concernant le redémarrage nocturne le jeudi. Les déplacements se produisaient plus souvent après ces nuits, mais ne se limitaient pas à celles-ci. Dans les reçus, il trouva une photo du compteur d'eau, où une partie de la baignoire était accidentellement apparue dans le cadre. À l'époque, la porte était à quelques centimètres de l'ouverture de la cuisine. Maintenant, elle semblait plus éloignée. Il passa son ongle sur la peinture près du montant. La couche était fraîche. Il se souvint que l'ancien propriétaire avait accroché une nouvelle toile avant de quitter les lieux, et il sortit la boîte à outils familiale, héritée de son grand-père maternel. À l'intérieur du couvercle, un tampon d'un petit atelier de porte était imprimé depuis longtemps. 2 initiales et le mot « atelier ». Les initiales correspondaient au nom de jeune fille de sa grand-mère. Il sourit. Un lien caché se révélait dans les détails. La main d'un étranger était presque celle d'un proche. À ce moment-là, cela semblait être une belle coïncidence. Plus tard, cela deviendrait une preuve. Sur le palier, sa voisine l'arrêta et lui dit que la nuit, elle entendait l'ascenseur faire un mouvement supplémentaire et que le tapis près de la cabine semblait différent le matin. Il remarqua discrètement que le tapis près de l'ascenseur était effectivement légèrement différent le matin et qu'il se déplaçait vers l'escalier le soir. La maison respirait par ses charnières et son appartement respirait avec elle. Il appela le concierge pour lui demander de nettoyer le sol et celui-ci, sans se moquer, s'assit simplement sur le seuil, tapota le montant de la porte avec son doigt et dit que la boîte vivait. Il proposa d'apporter une longue vis à bois et des cales en contreplaqué pour caler le coin, et fit remarquer que l'essentiel était de ne pas trop serrer. Cela semblait banal, mais le regard du concierge s'était arrêté sur la poussière qui obstruait la fente à la jonction. Et cette attention reflétait davantage son professionnalisme que n'importe quelle recommandation générale. Il ne savait pas encore que cet homme allait plus tard faire en sorte que le montant ne retienne pas le vide, mais le souffle de la pièce. Dans la soirée, il a reçu une lettre du service du fournisseur d'accès. Un employé courtois lui a écrit qu'il avait lu sa question dans le chat, lui a conseillé de ne pas se fier aux photos prises avec un grand angle et lui a suggéré de tracer une ligne laser au plafond et au sol pour évaluer la géométrie. L'employé a ajouté qu'il pouvait lui envoyer un jeu de cales et un petit mètre ruban. Peu après, le coursier déposa sur le paillasson un paquet
dans une boîte fine, sans reçu. C'était ce bienfaiteur inattendu dont les ressources, l'accès à des outils et la détermination pouvaient faire pencher la balance du conflit vers les faits. Il tendit le laser, traça des lignes et fit de petites croix aux angles. La nuit, la ligne supérieure est restée droite, tandis que la ligne inférieure a formé un léger arc près du mur avec la baignoire. Il est descendu au sous-sol pour voir le technicien. Celui-ci lui a montré l'ancien plan des conduits de ventilation et une fine ligne entre la cuisine et la salle de bain, marquée comme réserve, fermée lors de la rénovation complète. Dans la marge, le nom du sous-traitant était écrit au crayon, ce qui correspondait à l'histoire racontée par sa grand-mère il y a de nombreuses années. Le technicien a ajouté que dans leur immeuble, plusieurs appartements avaient été construits par le même atelier. Les papiers formaient un monde simple et artisanal, où les décisions passées cohabitaient avec les murs. Il est revenu et a pris une décision qui aggrave toujours la menace. Il a laissé la caméra dans le placard pendant la nuit, en orientant la fente vers le couloir et la seconde dans la cuisine, vers l'embrasure de la porte de la salle de bain, et a entr'ouvert cette porte de la largeur d'une paume. Il voulait saisir le moment où la main cherche l'interrupteur au mauvais endroit. Il voulait enfin voir l'instabilité dans les chiffres. Il s'est réveillé à cause du silence, mais c'était un silence d'un autre genre. L'air était plus dense, comme l'eau avant un orage. Il a fait un pas dans le couloir et cette fois, il a trouvé l'interrupteur sans hésiter. Il a allumé la lumière dans la salle de bain et a remarqué que le miroir reflétait la pièce derrière lui de manière légèrement plus froide. Dans le reflet, la tasse sur la table était plus proche du bord qu'en réalité. L'étagère se reflétait plus bas. C'était un détail, mais il a ravivé une vieille inquiétude. Il ferma la porte, attendit, puis la rouvrit. Dans le miroir, la pièce semblait parfaitement plane et vide. Sans lui. Il ne se précipita pas pour tirer des conclusions, éteignit les caméras et s'assit à la table. Sur le plateau de la table, sous la lampe, il restait un fil laser droit. Et ce fil n'avait rien de mystique, seulement de la rectitude. Il réfléchit au document. Il trouva le passeport technique, où figurait en bas une note concernant l'accord pour le renforcement de l'ouverture vers les toilettes. La date correspondait à l'année où sa grand-mère avait emménagé chez sa mère. Il sentit comment le lien caché entre le nom de famille sur le couvercle de la boîte de son grand-père, l'entrepreneur dans le plan et la ligne du passeport technique s'était collé à son erreur actuelle, comme une étiquette. La maison ne murmurait pas les secrets des autres, elle tenait sa propre comptabilité. Il alla voir le concierge et lui demanda de lui fournir les enregistrements de l'interphone de plusieurs nuits. Dans la liste, il trouva les lignes « Appel interne » aux heures creuses, sans numéro d'appartement. Le concierge dit que cela arrivait lorsque le bloc respirait ou que quelqu'un appuyait de l'intérieur. Il apporta le fichier sur une clé USB et partit sans commentaire. Son silence était aussi un métier. De retour, il a passé sa main sur le mur près de la salle de bain,
comme sur de la fourrure à rebrousse-poil. Quelque part à l'intérieur, il y avait un courant d'air froid. Il se souvint du laser et du plan, mémorisa l'endroit. Puis il retira la poignée de la porte, en mit une provisoire pour que sa main ne s'appuie pas sur l'habitude, et marqua des entailles au couteau sur le bord de la boîte, fine, à hauteur des yeux, pour voir la ligne droite, même lorsque le corps serait fatigué. Le soir, le concierge apporta une longue vis à bois et quelques rondelles, comme promis, et serra légèrement, sans trop appuyer. La porte cessa de rebondir au dernier moment. Il se dit en lui-même, « Une petite main contre le statut, c'est prendre des décisions comme les rapports ne savent pas le faire. » Pendant la nuit, il vérifia à nouveau les enregistrements. Sur la vidéo provenant du placard, l'image entière se rétrécissait pendant une fraction de seconde, comme si les bords de la pièce se rapprochaient puis s'éloignaient immédiatement. Sur l'enregistrement de la cuisine, l'embrasure de la porte de la salle de bain devenait plus étroite pendant un instant. Pendant ce temps, dans le journal de l'interphone, il y avait une ligne vide à ce moment précis. Il ajouta 3 lignes dans son cahier et les relia par des flèches. Cadre étroit, appel vide, poteau froid. Ces flèches menaient à une conclusion simple. L'appartement ne disparaissait pas. Il avait pris l'habitude de fonctionner sur un canal étranger qui avait été laissé dans le mur à un moment donné. Le matin, il découvrit sur le paillasson une petite boîte sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des bandes de tissu imprégnées de cire et une courte note écrite d'une main tremblante, conseillant de les coller à l'intérieur du montant afin que l'humidité ne fasse pas gonfler le bois. Sans poser de questions, il fit ce que lui suggérait cet allié étranger, presque invisible. Les bandes se placèrent entre le bois et l'air, comme une pause intelligente entre l'inspiration et l'expiration. Le soir, il ouvrit à nouveau la porte de la salle de bain et vit dans le miroir non pas une pièce vide, mais la sienne, avec une chaise près de la fenêtre, une tasse sur une autre tasse et une étagère à sa place. Il ne crut pas le miroir sur parole, retourna dans le salon et nota du doigt une irrégularité dans le vernis sur le plateau de la table. Il revint vers le miroir. L'irrégularité se reflétait. C'était une vérification claire, sans miracle. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa les caméras éteintes pendant la nuit. Il laissa la maison passer la nuit sans spectateurs. Le matin, l'ombre près de la plinth était là où elle devait être, et la chaise se trouvait exactement sous la table, comme il l'avait laissée. Il remarqua que tout ne se remplissait pas instantanément. Quelque part, au fond de lui, il comprit que la maison changeait chaque jour petit à petit, mais qu'elle changeait aussi en fonction de l'endroit où l'on regardait. Il a établi un plan pour les jours à venir. Rassembler les papiers, convenir avec l'ingénieur de venir inspecter ensemble, demander au technicien d'imprimer un autre plan avec les marques sur les canaux, rendre la clé plate étrangère au concierge et remercier le concierge, même s'il fait signe de la main.
Le dernier point était le plus difficile. Ouvrir la porte de la salle de bain au moment le plus angoissant et supporter la vue d'une pièce ordinaire. Il savait que cette tentative aggraverait les choses. Il l'acceptait calmement. À midi, il était assis à table et remarqua soudain un autre détail sur la photo de la pendaison de crémaillère. À l'arrière-plan, près du montant, il y avait une petite tache à peine visible de peinture écaillée. À présent, cette tache avait disparu. Il passa son doigt dessus. L'endroit était lisse, comme du mastic neuf. Il nota dans la marge: quelqu'un a déjà emprunté ce chemin auparavant. Cette connaissance inoffensive mais tenace le maintint dans un rythme simple. D'abord l'action, puis les conclusions. Vers le soir, il eut à nouveau cette impression imperceptible que l'entrée de la pièce était devenue plus haute de l'épaisseur d'un carton. Il ne chercha pas à le mesurer. Il nota simplement que le seuil était devenu un seuil. Et il se dit qu'il vérifierait à nouveau la salle de bain pendant la nuit et qu'il apporterait le plan à l'ingénieur le lendemain matin. Ces étapes simples lui donnaient un soutien. Les mains d'un étranger avec un outil, un papier avec un cachet, sa propre discipline, et l'appartement qui avait enfin une chance de cesser d'être étranger. Il se réveilla avant le réveil et comprit au silence que l'ascenseur était bloqué entre 2 étages, comme c'est le cas avant une maintenance. L'air était plus dense que le soir. Il fit quelques gestes habituels pour tester sa mémoire. Il posa sa tasse exactement sur le dessous de tasse. Il a poussé la chaise sous la table jusqu'à la butée. Il a posé le livre de sa grand-mère avec le dos à droite, comme il aimait le faire quand il était enfant. Il a passé sa main sur le rebord de la baignoire et a senti la rainure lisse qu'il avait recouverte de cire la veille. Tout correspondait. Cela lui donnait un soutien. Il jeta un coup d'œil à la feuille avec le plan de la réserve entre la cuisine et la salle de bain et posa à côté le rapport de l'ingénieur avec les images thermiques. La liste des tâches était simple. Passer chez le technicien dans l'après-midi pour récupérer une copie tamponnée, vérifier la salle de bain sans caméra le soir, ne rien toucher pendant la nuit. Dans la boîte aux lettres, il y avait un avis d'inspection à venir. Le papier bruissait sec. Il y était dit que la commission passerait dans les appartements, prêterait attention à l'état sanitaire et aux travaux non autorisés. Il se ressaisit et fit ce qui dépendait de lui. Il retira le fil laser. Il essuya la craie sur le sol. Il cacha les cales dans la boîte. Il laissa les bandes de cire à l'intérieur du montant. Elles étaient silencieuses et honnêtes. Elles ne coupaient pas le bois. Il fixa la liste sur le réfrigérateur à l'aide d'un aimant. Accueillir la commission, montrer l'acte, demander la prolongation du contrat sans faire de scandale. La peur n'avait pas disparu, mais elle ressemblait désormais à une note de travail. Dans l'après-midi, il est passé voir le technicien. Celui-ci lui a remis une copie des plans avec un cachet et a brièvement fait remarquer que dans leur section, les anciens canaux se comportaient parfois comme des intestins vivants. Tantôt ils soufflaient, tantôt ils se calmaient. Il l'a remercié et est rentré.
À l'entrée, le concierge faisait rouler un tonneau d'eau. Il a dit que le joint ne tirait plus, mais qu'il valait mieux ne pas y toucher pendant quelques jours. Il lui a semblé que ces mots ressemblaient à un conseil sur la respiration. Laisser la maison et l'homme s'aligner sur un même rythme. À la maison, il décida de passer la journée comme d'habitude, sans prendre de mesures. Il répondit à ses clients, clôtura les demandes, appela sa mère. Elle lui demanda si son conduit d'aération faisait du bruit et ajouta que sa porte ne coinçait plus depuis qu'elle l'avait fait affûter. Il répondit que la sienne tenait bien et remarqua que la sécheresse habituelle avait disparu de sa voix. Sur la table se trouvait une photo de la pendaison de crémaillère. Au dos, elle avait écrit en petits caractères de ne pas accrocher l'étagère trop bas. L'étagère était désormais plus basse. Il accepta ce fait sans rancune, comme si la maison avait délicatement pris en compte son souhait. Lorsque le soleil disparut derrière la maison, l'ombre près de la plinth devint plus courte que d'habitude. Il ne se précipita pas sur la craie. Il le remarqua simplement. Le seuil semblait plus épais qu'un carton. Il ne discuta pas. Le soir, comme il s'était promis, il ouvrit la porte de la salle de bain sans caméra et sans préparation. La lumière dans le couloir était douce. Le miroir reflétait la pièce de manière uniforme, mais légèrement plus froide. Il chercha des marques du regard. La tasse dans le reflet était posée sur une tasse, mais semblait plus enfoncée dans le bois. La chaise était sous la table, mais un demi-doigt plus près du centre. Le livre était posé avec le dos vers le haut et non vers la droite, comme si quelqu'un l'avait pris et reposé autrement. Il ne se vit pas dans le reflet, ni dans l'embrasure de la porte, ni dans les reflets. Tout y était, sauf lui. La pièce n'était pas vide. C'était lui qui était vide. Il ne détourna pas le regard et se souvint d'où avait commencé sa ligne d'observation. Une chaise, une tasse, une ombre, un interrupteur, une étagère. Il répéta tout cela dans sa tête comme une liste de choses à faire et recula d'un pas. Le froid des carreaux disparut de son nez. Il ferma la porte et s'assit sur un tabouret. Il resta immobile pendant 1 minute. La maison respirait à travers ses tuyaux et ses câbles. L'ascenseur bougea brièvement, puis se tut. Il comprit que la maison voulait ancrer une habitude. S'il espionnait en son absence, la maison lui rendrait son absence. Il fallait donc ramener sa présence avec ses mains. Il prit sur l'étagère supérieure du placard le cadre vide d'un ancien tableau et l'accrocha au mur, à l'endroit où se trouvait auparavant l'étagère. Non pas comme décoration, mais comme fil à plomb à distance. Le cadre ne touchait pas le mur, et l'ombre montrait comment l'air circulait le long du plan. L'ombre était régulière. Il plaça un tabouret près de la porte de la salle de bain, afin que sa main ne soit pas tentée d'entrer par habitude. Il posa un crayon sur la table et écrivit un seul mot sur un bout de papier. Ici. Ce bout de papier était déjà là, mais il le réécrivit afin que sa main se souvienne du mouvement de l'écriture. Pas de mysticisme, seulement de la motricité. Tard dans la soirée, le concierge frappa à la porte
et annonça que l'interphone serait coupé pendant 1 heure le lendemain pour cause de maintenance. Il sourit. Les lignes vides, appel interne, disparaîtraient au moins pour 1 nuit. Il hocha la tête en signe de gratitude. C'était là l'intervention du système qui n'explique rien, mais facilite la vie. Il ne dit pas à voix haute que c'était une chance. Il posa simplement l'annonce sur l'étagère et nota l'heure en bas de la page afin de ne pas l'oublier. Pendant la nuit, il se réveilla en sentant un léger courant d'air dans le couloir. La porte de la salle de bain était entr'ouverte de l'épaisseur d'une main. Derrière la fente, ça sentait la brique froide. Il resta debout, immobile. Il décida de ne rien faire à ce moment-là pour ne pas nourrir le vide. Le silence s'installa et s'apaisa. Il retourna dans sa chambre et se coucha sans allumer la lumière. Le matin, il remarqua un nouveau détail. L'aimant sur le réfrigérateur avait bougé de la largeur d'un ongle, mais la feuille, ici, était restée sous lui. C'était important. La maison pouvait déplacer le métal, mais elle ne réécrivait pas son mot. Il sourit à cette frontière soignée. Dans la boîte aux lettres, il trouva la carte de visite de l'ingénieur avec une brève note indiquant qu'il pourrait assister à l'inspection. C'était une confirmation. Un étranger disposant de ressources ne l'avait pas abandonné en cours de route. Il mit la carte de visite dans un dossier afin de la montrer à la commission si nécessaire. Sa voisine, près de l'ascenseur, lui murmura qu'elle avait entendu des bruits de pas à l'étage pendant la nuit, comme si quelqu'un déplaçait des meubles. Elle haussa les épaules et dit que dans ce genre d'immeuble, tout bougeait. Il ne dit rien, mais nota dans son carnet. Coïncidence avec la période de maintenance de l'interphone. Ces notes n'étaient pas destinées à prouver le mystique, mais à lui-même, afin de voir les coïncidences sans fioriture. Il prit une autre décision qui aggrava délibérément la situation. Il demanda au concierge de lui prêter une longue sangle et une petite pince pendant quelques heures. Il voulait tirer le montant vers le haut, au niveau du bord supérieur, lorsque la porte était ouverte. Le concierge lui apporta ce qu'il demandait et lui dit qu'il valait mieux ne pas utiliser de fer, mais plutôt le temps. Laisser la sangle tendue jusqu'au soir pour que le bois entende. Il fit ainsi. La sangle se posa silencieusement, le tendeur ne craqua pas. Le soir, il l'a retirée et a senti avec sa main que la boîte ne rebondissait plus. Le seuil avait cessé de vibrer comme une corde. Sur la table se trouvait un nouveau reçu du propriétaire de l'appartement. Il avertissait sèchement que l'inspection aurait lieu dans les prochains jours et demandait de retirer les objets superflus du mur. Il retourna la feuille et vit au verso le nom du service, tamponné en petits caractères, qui avait autrefois approuvé la consolidation de la salle de bain. Le nom correspondait à celui qui figurait sur l'ancien plan, où le nom du prestataire était inscrit au crayon. Il ne s'agissait pas d'un complot, mais de la jonction de plusieurs époques d'une même maison. Il accepta cela comme une règle du jeu. Différentes personnes influent sur la position de ces portes. Vers le soir,
il ouvrit à nouveau la salle de bain. Cette fois-ci, il fit autrement. Il entra d'abord d'un pas, mais ne regarda pas dans le miroir. Il toucha le carrelage sur le mur. Il sentit la jointure. Il fit encore un demi-pas et leva alors les yeux. Le miroir reflétait la pièce avec lui. Dans le reflet, sa main reposait sur le montant. Il sentit la chaleur du bois sur son doigt et la vit dans le reflet. La présence se sut. Il ne poussa pas de soupir de soulagement pour ne pas faire vaciller le lag. Il se retint simplement par les épaules pour ne pas tomber. Il se dit brièvement « C'est comme ça qu'il faut faire ». Il a ensuite mené une mini-enquête pour la commission. Il a rassemblé en une seule pile les copies des actes, le plan avec le cachet, la carte de visite de l'ingénieur, un schéma succinct avec les réserves indiquées. Il a collé sur chaque document une petite étiquette autocollante avec une explication. Où cela a été pris, par qui cela a été signé, en quoi cela prouve l'absence de travaux non autorisés. Il a rassemblé ses observations dans un dossier séparé. Chaises, tasses, ombre, interrupteur, étagère, horaire du tableau électrique, ligne vide de l'interphone. Pas de suppositions, seulement des dates et de courtes lignes. Ces documents n'expliquaient pas l'étrangeté, mais expliquaient sa discipline. Il savait que sans le héros méconnu, toute cette pile se transformerait facilement en bruit de papier. Il a donc appelé le concierge et lui a demandé d'être chez lui le jour de l'inspection. Celui-ci a accepté et a ajouté qu'il pourrait montrer son travail sur le montant de la porte à la commission si on le lui demandait. C'était honnête et important. Un homme que l'on n'invite généralement pas à participer à ce genre de discussion était prêt à se lever et à dire ce qu'il avait fait de ses mains. Cela changeait la donne. La nuit, il n'a pas rallumé les caméras. Le seuil est resté plat. Au matin, le tapis avait retrouvé sa largeur habituelle près de la plinth, mais l'ombre était là où elle devait être le matin. Il a trouvé l'interrupteur du premier coup. Il a ouvert la salle de bain et a vu que la pièce ne le contredisait pas dans le miroir. Il a fermé la porte et a compris. L'essentiel était qu'au moment de la visite de la commission, la maison ressemble à une maison et non à une expérience. La veille de l'inspection, l'ascenseur s'est arrêté à l'étage supérieur. Au même moment, il a reçu un SMS du propriétaire confirmant l'heure de la visite. Il a préparé du thé, a posé la tasse exactement sur le dessous de tasse, comme il l'avait appris au début, et a passé la main sur la chaise qui se trouvait sous la table. Une chose simple qui ne s'enfuit pas s'est avérée meilleure que n'importe quelle marque. La veille, il était retourné voir le technicien pour signer une copie des plans. Le technicien lui avait dit qu'il joindrait une copie imprimée d'une ancienne photo de la section avec les anciennes portes. Sur la photo, l'ouverture semblait effectivement plus large. Cette photo ne prouvait rien au sujet du déplacement, mais rappelait à la commission que la maison avait connu différentes versions d'elle-même. Il remercia et rentra chez lui. Le soir, avant de se coucher, il vérifia une dernière fois la salle de bain.
sa main se posa sur l'interrupteur. La lumière s'alluma doucement. Le miroir reflétait sa chambre avec lui et le mot « ici » sous l'aimant. Il sourit sans joie. Cela suffisait pour passer la nuit sans espionner. Il s'allongea et réfléchit non pas à l'endroit où le coin allait disparaître le lendemain, mais à la manière de parler aux gens. Il dirait à la commission qu'il avait montré les faits. Il dira à l'ingénieur qu'il apprécie sa participation. Il dira aux techniciens que les copies ont été utiles. Il remerciera le concierge devant tout le monde. Et il notera pour lui-même l'essentiel. Aucune de ses mains n'a fait de miracle. Toutes ont fait leur travail. Et ce travail, intimement lié à la maison, maintient sa présence mieux que des pièges à lumière. Il s'endormit dans le bruit régulier de la maison. L'ascenseur toussa et se toute. Le bouclier cliqua 1 minute plus tôt que d'habitude et ne revint pas. La porte de la salle de bain ne tremblait pas à cause du courant d'air. Le matin était devenu son matin. Et devant lui se profilait l'inspection qui déciderait non pas du sort des murs, mais de la place des personnes dans cette histoire. Il se réveilla et comprit qu'il était prêt à ouvrir la porte lui-même. L'inspection était prévue en fin de matinée, lorsque la maison respire doucement et que l'ascenseur fonctionne sans à-coups. Il passa l'heure précédant la visite à s'entraîner à mémoriser. Il posa la tasse exactement sur le dessous de verre. Il poussa la chaise sous la table jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Il posa le livre de sa grand-mère avec la tranche vers la droite. Il a passé sa main sur le rebord de la baignoire et a senti cette même chaleur uniforme qui était apparue après la pose des joints. Il a ouvert la baignoire de la largeur d'une main et, sans regarder dans le miroir, a touché le joint sur le carrelage. Le seuil ne rebondissait pas. Il a fermé la porte et est sorti, en essayant de ne pas vérifier inutilement. Il posa le dossier sur la table. La caméra thermique, le plan avec le cachet, une brève note explicative, la carte de visite de l'ingénieur, une copie du passeport technique où était indiquée la consolidation ancienne de l'ouverture. Au-dessus, son cahier d'observation. Une chaise, une tasse, une ombre, un interrupteur, une étagère, une note sur le panneau d'affichage du jeudi, les lignes vides de l'interphone. La commission est arrivée sans agitation, poliment, comme un jour de semaine. Le propriétaire de l'appartement gardait un visage neutre et disait qu'il s'inquiétait pour les travaux non autorisés. Il était accompagné d'un employé de la société de gestion, qui tenait dans ses mains un bloc-notes avec des lignes préimprimées, et d'un jeune spécialiste de l'exploitation qui portait un niveau laser. L'ingénieur qui avait promis de venir est effectivement arrivé, a salué d'un signe de tête et a dit qu'il montrerait son rapport si nécessaire. Le concierge les a suivis et s'est tenu dans l'embrasure de la porte, comme l'ombre du cadre de la porte, sans s'imposer, mais prêt à intervenir si on l'appelait. Ils passèrent dans la cuisine, puis dans le salon. Le réseau laser était parfaitement aligné. Le spécialiste passa le faisceau sur le plafond, le sol et le mur de la salle de bain. Au niveau du joint avec l'embrasure,
Le fil supérieur a légèrement tremblé, puis s'est immédiatement stabilisé. Il a montré l'appareil et a dit que c'était dans les limites de l'erreur, mais qu'il ne serait pas inutile de refaire la mesure le soir. Le propriétaire a demandé de prêter attention aux traces sur le montant. L'ingénieur a levé les yeux, a remarqué les fines bandes de cire et a dit qu'il s'agissait de joints souples qui n'endommageaient pas le bois et qu'une vis auto-taraudeuse maintenait la boîte en place à un endroit. Il a ajouté que cela était décrit dans le rapport comme une mesure recommandée en cas de rétrécissement saisonnier. On lui a demandé de montrer la salle de bain. Il s'était préparé à ce moment, mais il a tout de même senti la maison se rapprocher plus que d'habitude. Il a saisi la poignée et s'est souvenu de son rituel. Ne pas regarder dans le miroir en premier, se stabiliser par le toucher. Il passa son doigt sur le montant, remplaça son inquiétude par un geste, poussa la porte juste assez pour que le joint ne tire pas. La lumière s'alluma doucement. Il regarda le miroir en dernier. Sa chambre s'y reflétait avec lui, avec le mot « ici » sous l'aimant et la tasse sur la tasse. Le spécialiste jeta un coup d'œil rapide, vit un carrelage ordinaire, un espace régulier, et le nota dans le formulaire. Le propriétaire regarda le rapport technique, fronça les sourcils et dit qu'avec de tels documents, il n'était pas prêt à parler de travaux non autorisés. Le gestionnaire a noté déviation dans les limites de la norme, absence de dommages mécaniques, surveillance et joints souples recommandés, interdiction de rainurer. L'ingénieur a rangé son rapport dans un dossier et a déclaré que lors de la prochaine inspection, il serait possible de répéter l'examen thermique si cela inquiétait le locataire. Au moment opportun, le concierge s'est approché et a montré où exactement la boîte était coincée. Il a appuyé avec son doigt et a dit qu'il ne fallait pas tirer plus loin. Sinon, la porte commencerait à se coincer dans le sens de la rotation. Cela semblait être une vérité simple que l'on ne trouve pas dans les rapports. Le spécialiste a acquiescé et a demandé à ce que le procès-verbal mentionne que les travaux de réglage du cadre de porte ont été effectués dans les règles, sans intervention sur les éléments porteurs. Le propriétaire a demandé si cela aurait une incidence sur le renouvellement du contrat. Le gérant a répondu que dans ce cas, les questions étaient levées, à condition que le locataire se contente de cales et d'observation. Sans scie ni perforateur, il a acquiescé. Cela suffirait. Ils ont parcouru la pièce du regard, s'attardant sur l'étagère. L'ingénieur a remarqué que dans le passeport technique, l'étagère n'était pas un objet, mais une habitude, et a demandé de ne pas discuter des habitudes. Le propriétaire a esquissé un sourire, comme quelqu'un qui préfère parler de clous plutôt que d'habitude. Le spécialiste au laser demanda à voir le plan des conduits de ventilation. Il étala la feuille sur la table, montra la fine ligne de réserve et la bande froide sur le thermoviseur. L'ingénieur a déclaré que ce sont précisément ces gaines qui aiment jouer avec l'air et que c'est exactement ce qui se passe ici.
Le directeur a noté dans le procès-verbal particularité du conduit de ventilation, décalage dans les limites admissibles. Pendant qu'ils écrivaient et collaient des autocollants sur les feuilles, un léger grincement se fit entendre dans le couloir. Le seuil émit un léger bruit qu'il connaissait déjà. Le concierge hocha la tête, comme s'il avait heurté le bâtiment du front et compris qu'il était d'accord. Le spécialiste a dit que pour être sûr, il vérifierait l'interphone pendant la nuit afin de régler la question des appels internes. Le concierge a promis de couper l'alimentation électrique du nœud pendant quelques heures, comme il l'avait déjà fait. C'était précisément cette intervention sur les ressources qui, d'un simple geste, permettait de fermer la ligne inquiétante du journal. En feuilletant les copies, l'ingénieur s'est soudainement arrêté sur le passeport technique et a demandé à ce qu'on lui remette un document. Au dos de l'ancien accord de renforcement de l'ouverture figurait le nom du chef d'atelier. L'ingénieur a déclaré reconnaître la signature. Son père avait travaillé dans le même atelier dans sa jeunesse. Ils avaient les mêmes formulaires et le chef d'atelier qui l'avait apposé avait la même écriture. Il a souri sans fierté et a ajouté que ses joints se comportaient de la même manière depuis des décennies. Il respirait un peu plus fort au début du printemps et après de longues coupures. Le propriétaire s'est soudainement animé et a déclaré que le responsable de l'exploitation de leur bureau portait le même nom que celui figurant sur le formulaire. Le directeur a cherché dans son téléphone une ancienne correspondance et a montré que, effectivement, le même nom apparaissait dans une lettre archivée concernant cette section, mais avec des initiales différentes. Le lien discret entre les anciennes mains, les postes actuels et son propre joint s'est transformé en un réseau tranquille. Pas de mystère, seulement des liens familiaux et professionnels qui se sont perdus dans l'arbre. Ils ont signé le procès-verbal et le propriétaire a déclaré qu'il était prêt à prolonger le contrat si tout restait en ordre dans les mois à venir. Il a répondu qu'il prévoyait de mener une vie tranquille et a posé son carnet d'observation dessus, sans prétention, comme preuve de sa discipline. L'ingénieur le prit pendant quelques minutes, le feuilleta et dit qu'il était utile pour lui de consulter ce genre de journaux intimes, car il reflétait mieux le rythme de la maison que les appareils. Il demanda la permission de photographier quelques pages sans nom. Il acquiesça. C'était aussi une petite manifestation de bienveillance. Les connaissances vont au-delà d'un seul appartement. La commission est partie sans un bruit, comme un tramway qui prend de la vitesse. Le concierge s'est attardé sur le seuil et a maladroitement ajusté la sangle sur le montant, sans la toucher, mais en la réglant du regard. Il a dit qu'il laisserait encore quelques joints dans la réserve, au cas où, si jamais cela fonctionnait. Il a remercié de manière à ce que tout le monde l'entende. Le gérant a fait remarquer qu'il ajouterait le concierge au procès-verbal en tant qu'assistant si celui-ci n'y voyait pas d'inconvénient.
Ce dernier a fait un geste de la main, mais ses yeux ont brillé d'une lueur dont sont généralement dépourvus ceux qui réparent les défauts des autres. Lorsque l'appartement se vida, la maison ne s'effondra pas, ne laissa pas tomber ses murs, ne fit pas de bruit à l'intérieur. La pièce était silencieuse, non pas comme après un orage, mais comme après un nettoyage. Il passa ses doigts sur les endroits où il oubliait généralement comment vivaient des objets. La chaise était sous la table. La tasse était posée sur la tasse. Le livre était tourné vers la droite. La feuille, ici, sous l'aimant, n'avait pas glissé. Il s'approcha de la salle de bain et, par habitude, s'arrêta devant la porte. Il l'ouvrit de la largeur d'une paume, sans regarder dans le miroir, et toucha la jointure. Puis il regarda. Il était dans le reflet. Pas de version vide. Peu de temps après, une enveloppe fut glissée sous la porte. Elle contenait un avenant au contrat, prévoyant une prolongation pour la période suivante, à condition que les règles soient respectées et qu'il n'y ait pas de travaux non autorisés. En bas figurait la signature du propriétaire et le cachet du gestionnaire. Il y avait également une feuille avec des recommandations sur les mesures silencieuses. Joint, surveillance de l'humidité, interdiction de creuser des rainures, nouvelle inspection après la saison. Cela ressemblait à du papier sec, mais derrière, il y avait des mains vivantes. Un ingénieur avec un formulaire, un spécialiste avec un laser, un technicien avec des plans, un concierge avec une ceinture. Il sentit la peur perdre de son emprise, car désormais, ce n'étaient plus les caméras qui détenaient l'histoire, mais les gens. Le soir, il est sorti dans la cour et a rencontré sa voisine. Elle lui a dit que la nuit avait été calme, comme au bon vieux temps, et que le tapis près des ascenseurs n'avait pas fui vers l'escalier. Elle a remarqué que dans leur immeuble, ce sont souvent des choses simples qui aident. Une nouvelle lampe, un clou solide, un nœud fermé à temps. Il était d'accord et a ajouté que le plus important était peut-être une main qui ne se tendait pas vers le vide au mauvais moment. À la maison, il se débarrassa de son ancienne habitude de vérifier. Il entr'ouvrit la porte de la salle de bain et ne regarda pas tout de suite à l'intérieur. Il toucha le seuil, huma l'odeur du carrelage. Ce n'est qu'ensuite qu'il regarda dans le miroir et vit son reflet habituel et la pièce imperturbable. Dans son cahier, il écrivit brièvement. Il fit une pause avant de regarder. À côté, il ajouta « Merci à ceux qui sont venus et n'ont pas effrayé la maison. » Plus bas, encore plus court, « Vivre. » Pendant plusieurs jours, il n'a pas installé de caméra. La maison continuait à respirer de la même manière. Le tableau électrique cliquetait le jeudi. L'ascenseur s'arrêtait entre les étages avant la maintenance pour un court souffle. Le tapis s'éloignait parfois de la plinth. L'ombre près de la plinth rampait vers le milieu de la pièce en fin d'après-midi. Mais tout cela est redevenu un arrière-plan, et non plus un sujet. Il a remis les petites choses à leur place. Il a cessé de faire des marques. Il a maintenu l'ordre comme avant, et il a laissé 1 minute par jour
vide pour que la maison et lui s'alignent sans indice. Un soir, l'ingénieur envoya une photo prise avec une caméra thermique pour les archives et écrivit qu'il la montrerait à ses collègues comme exemple pédagogique de déplacement silencieux. Il répondit par un bref remerciement et mit fin à la correspondance. Il y avait du pain sur le rebord de la fenêtre, et son odeur se mêlait à celle de la peinture sur le montant de la porte. Si familière qu'elle donnait envie de sourire, il s'assit, s'appuya sur ses coudes et sentit que l'endroit sous son coude était aussi plat qu'une vieille planche dans un parc familier. Il s'approcha de l'endroit vide où, plusieurs mois auparavant, il avait imaginé un danger. Le mur était lisse, avec une trace claire en forme d'ovale laissée par l'ancienne étagère. Il toucha cette ligne pâle. Elle ne semblait plus être le cadre d'une autre histoire, mais simplement une trace que la maison aurait laissée de toute façon. Il se dit sans pathos, « Ça suffit ». Puis il entendit le concierge fermer la réserve, le portier laisser tomber son trousseau de clés, l'ascenseur murmurer avec sa chaîne. C'était une maison qui changeait un peu chaque jour et lui donnait le droit de changer en retour, mais de son propre gré. Avant de se coucher, il ouvrit à nouveau la porte de la salle de bain. Il y avait son reflet et sa chambre. Il éteignit la lumière et laissa la porte entr'ouverte de la largeur d'une paume, comme on laisse respirer la nuit. La maison ne l'avait emmené nulle part. Il avait lui-même choisi de rester. Et cela, après toutes ces petites investigations, s'avéra être le meilleur résultat. Non pas une victoire sur l'étrangeté, mais le droit de ne pas la transformer en destin. Il passa quelques jours tranquilles, et la maison recommença à résonner comme avant. Un sifflement léger dans la ventilation vers midi, un bref coup de l'ascenseur à l'étage supérieur vers le soir, un clic du disjoncteur le jeudi. Il cessa de guetter le départ du tapis du regard et ne prêta plus attention à chaque soupir du mur près de la salle de bain. Par habitude, il laissait tout de même 1 minute vide dans sa journée. Il s'asseyait sur un tabouret dans le couloir, regardait le montant chaud et ne faisait rien. À ce moment-là, la maison ne le persuadait pas et ne le contredisait pas. Quelques jours plus tard, une annonce concernant l'entretien nocturne des conduits de ventilation apparut sur le tableau d'affichage de l'entrée. Le document promettait un travail soigné et demandait aux résidents d'éloigner les meubles légers des murs. En bas, un technicien avait ajouté au crayon bleu que leur section serait la dernière à être traitée, vers minuit. Il a lu et a senti un vieux frisson le parcourir. Le canal Réserve allait reprendre vie, et avec lui, sa version vide. Il ne voulait pas vivre sous ce murmure, mais il ne pouvait pas non plus l'ignorer. Il a noté brièvement, préparer la pièce, s'entendre avec les gens, passer la nuit selon les règles. Dans la journée, il apporta une copie de leur ancien plan, où une fine ligne de réserve longeait la baignoire. Celui-ci regarda et dit qu'il était possible de boucher temporairement la grille avec du ruban adhésif souple afin que le flux ne secoue pas le mur. Il lui a donné 2 bandes de tissu imprégnées d'un composé et lui a expliqué comment les fixer pour pouvoir les retirer facilement par la suite.
Dans la réserve, le concierge a trouvé une autre sangle et une pince, au cas où la boîte commencerait à bouger. Il a pris tout cela sans s'agiter, a tout mis dans un sac et a compris que désormais, au lieu de ses craintes, il avait des outils et des personnes. Le soir, l'ingénieur a appelé. Il a dit qu'il serait dans la maison cette nuit-là, car il vérifiait la colonne montante voisine, et qu'il pourrait jeter un œil si elle commençait à bouger. Il l'a remercié, a rangé son téléphone et, pour la première fois depuis le début, il n'a pas pensé à comment retenir le mur du regard, mais à comment préparer la maison pour qu'elle fonctionne correctement. Enlever les objets lourds du coin, libérer l'accès, couvrir les livres pour les protéger de la poussière, poser la tasse bien droite sur la tasse, mais sans la tenir comme un talisman. Il restait peu de temps avant minuit. Il répéta à nouveau ses 3 points d'appui. La chaise sous la table, le livre avec le dos à droite, la feuille ici sous l'aimant. Dans la salle de bain, il fixa un ruban adhésif souple sur la grille et laissa la porte entr'ouverte de la largeur d'une paume, afin qu'il n'y ait pas de différence de pression. Il inséra un joint léger dans le montant, comme le lui avait conseillé le concierge. Il n'alluma pas le fil laser, se promettant de ne pas transformer la nuit en expérience. Les premiers bruits des travaux venaient de loin. Un grondement régulier, de courtes secousses, comme si du sable s'écoulait dans les poches intérieures de la maison. L'air du couloir était devenu plus frais. Le cadre d'un vieux tableau accroché au mur projetait une ombre nette. On pouvait y lire le cours du flux. L'ombre ne tremblait pas. Elle s'étirait seulement légèrement vers le coin. Il regarda la fente de la porte de la salle de bain. Elle tenait bon. Le tissu léger sur la grille bougeait à peine. À un moment donné, il sentit que le seuil sous ses doigts était devenu plus épais que du papier. Il ne bougea pas. Il s'assit sur un tabouret et attendit le moment vide habituel sans se lever. La maison respirait plus fort, mais sans à-coups. Quand le bourdonnement en bas s'intensifia, il se leva, posa ses paumes sur le montant de la porte et écouta le bois. Le bois était chaud. Il serra doucement et sans effort la sangle, serra la pince et s'arrêta pour ne pas trop serrer, comme le lui avait appris le concierge. Pas plus que nécessaire pour respirer. Le grondement dans le mur s'estompa. Un léger bruit se fit entendre dans la buanderie. Quelqu'un fermait le couvercle d'une boîte. L'ascenseur s'arrêta à l'étage supérieur, comme pour laisser passer l'air. Il entr'ouvrit la porte de la salle de bain et, comme il s'était habitué à le faire, il toucha d'abord le joint des carreaux, puis leva les yeux. Le miroir reflétait sa chambre et lui-même. Pas de cadre vide. Sur la table, sous la lampe, se trouvait son dossier. Et la feuille blanche, avec un seul mot, maintenu par un aimant, était là aussi. Il fixa ce mot du regard jusqu'à ce que sa respiration s'aligne sur le bruit ambiant. Le travail s'acheva vers l'aube. Le tissu sur la grille était bien tendu. La sangle s'enleva facilement. Il resta un joint chaud dans le montant et il décida de ne pas le retirer
avant au moins une semaine, le temps que la maison oublie le choc. La matinée fut étonnamment simple. Le tapis devant la porte était là où il l'avait posé. L'ombre près de la plinth se trouvait du bon côté. Il trouva l'interrupteur du premier coup. Il se servit du thé, posa la tasse exactement dans le cercle, comme le premier jour, et comprit que ce cercle n'était pas un rituel, mais simplement une question de commodité. Le lendemain, la concierge apporta le rapport des travaux effectués pendant la nuit. En bas de page, il y avait une ligne. Aucun déplacement n'a été constaté dans l'appartement du résident. Surveillance recommandée. À côté, se trouvait une lettre de remerciement au concierge pour son aide sur le site. Il vit dans ce texte laconique le reflet d'une victoire invisible. L'homme que l'on appelle habituellement pour nettoyer s'était avéré être celui qui, dans cette histoire, avait en fait préservé la maison de l'agitation. Il apporta le papier dans la cour et le montra à celui qui s'affairait dans la cave avec des clés et un seau. Celui-ci a fait un geste de la main, comme pour signifier que ces mots étaient superflus, mais il a glissé la feuille entre les pages de son cahier usé. Un cahier identique au sien. Dans l'après-midi, sa mère a appelé. Elle lui a demandé comment s'était passée l'inspection, comment s'était déroulée la nuit, et lui a parlé de sa maison. Ils avaient changé la serrure, et la porte avait cessé de se plaindre. Il sourit, mais ne parla plus des murs. Il faisait désormais partie de la vie quotidienne, et non plus d'une histoire. Il lui transféra la somme qu'il lui devait et ressentit une étrange légèreté. Comme si on lui avait retiré non pas une dette, mais une ceinture trop serrée. Presque immédiatement, une autre lettre arriva des archives. L'ingénieur avait envoyé une copie d'une vieille photo de leur section avant la rénovation. Sur la photo, son encadrement de porte était plus large et la porte s'ouvrait dans l'autre sens. Au dos, le photographe avait inscrit la date et le nom du maître d'œuvre. Le nom correspondait à celui qui figurait dans le passeport technique. À côté, une note « Appartement modèle pour vérification ». Pas de mystère, juste une explication à la froideur excessive du miroir. Autrefois, la porte s'ouvrait vraiment dans l'autre sens. Et la disposition du bâtiment dans sa mémoire se réveillait parfois dans son ancienne configuration. Il rangea la photo dans son dossier, comme la dernière tuile manquante dans une rangée bien alignée. Une semaine plus tard, il remarqua que son mouvement avait changé. Il cessa de vérifier l'interrupteur avec sa main dans le vide et se dirigea directement vers l'endroit. L'étagère ne semblait pas trop basse. La chaise s'éloignait rarement vers la fenêtre. Le marque-page cessait de se déplacer d'un bout à l'autre. Parfois, il se surprenait à prendre une nouvelle habitude, toucher le montant de la porte lorsque des bruits étrangers commençaient. Ce toucher était devenu un ancrage, simple et précis. Un soir, les voisins ont organisé un petit déménagement. Quelqu'un a apporté une nouvelle machine à laver. L'ascenseur étouffait. Le palier bourdonnait. L'escalier sentait le métal chaud.
Il était assis dans la pièce, la main sur le genou, laissant la maison faire autant de bruit qu'elle voulait. À ce moment-là, le miroir aurait pu lui jouer un mauvais tour, mais il n'est pas allé vérifier. Il est resté assis jusqu'à ce que tout se calme. Quand il s'est levé et a ouvert la salle de bain, il n'y a vu que son reflet. Sa présence avait résisté au bruit étranger. Le service d'exploitation lui envoya un message laconique indiquant que leur cas de déplacement silencieux avait été inclus dans le manuel destiné aux nouveaux spécialistes. Comme exemple, où ce n'est pas le marteau-piqueur qui décide, mais la mesure. Il ne répondit par aucune émotion, se contentant de cocher une petite case dans son cahier. Cette coche sur son papier valait plus que tous les likes sous l'histoire d'un étranger. Peu de temps après, le propriétaire de l'appartement a annoncé la prolongation du contrat pour une nouvelle période. Dans l'annexe au contrat, il y avait un emplacement prévu pour la signature du concierge en tant que personne ayant aidé au règlement. Il ne s'attendait pas à une telle justice sur le papier, mais elle s'est produite. Ce héros méconnu, dont le nom n'est généralement pas mentionné, figurait désormais dans le document à côté du cachet. Cela semblait honnête et discret. La vie tranquille continuait. Le dimanche, il a appelé un artisan pour accrocher l'étagère un peu plus haut, comme sa mère l'avait demandé autrefois. L'artisan est venu avec son fil à plomb, n'a posé aucune question superflue et a placé l'étagère exactement au niveau. Il ne restait plus d'anciens trous sur le mur. Il avait décidé de ne pas remettre les traces là où elles n'avaient pas leur place. L'étagère était bien en place. Il y posa le livre de sa grand-mère au milieu. Pas de magie, pas de marque. Juste un objet qui avait relié plusieurs mains à travers les années. Parfois, la maison montrait quand même son caractère. Le tapis glissait par habitude vers la plinth. La poignée de la fenêtre trouvait un autre angle. L'ombre envahissait le milieu le soir. Il a cessé de le prendre personnellement. Il sortait l'aspirateur, redressait le tapis avec son pied, ajustait la poignée. Le seuil avait cessé d'être une fine ligne entre avec moi et sans moi. La porte était devenue une porte. Une nuit, le courant d'air provenant de l'entrée était plus fort que d'habitude. Quelqu'un avait mal fermé la porte aux étages inférieurs. Des courants invisibles traversaient la réserve. Il se réveilla, s'assit sur un tabouret et supporta son moment de vide. Sa paume reposait sur le montant chaud. Sous ses doigts, il sentait le calme du bois. Puis il se leva, alla dans la cuisine et se servit un verre d'eau. Le miroir de la salle de bain reflétait la lampe et son épaule. Dans la pièce se trouvait sa tasse sur un mug et sous l'aimant, la même feuille. Il n'avait pas changé d'avis. Il tenait bon. Cette nuit-là, il rêva d'une autre maison, avec des fenêtres donnant sur de vieilles cours, des portes plus larges, et le maître d'œuvre de l'atelier qui avait autrefois signé le papier. Dans ce rêve, personne ne disparaissait. Chacun
s'occupaient de ses affaires. Certains tiraient de l'air, d'autres tiraient la ligne, d'autres encore tiraient la ceinture. En se réveillant, il s'aperçut qu'il s'était endormi sans vérifier, contrairement à son habitude. Et il comprit que c'était là le catharsis, qu'il ne fallait pas regarder de l'extérieur. Il n'était pas sorti par la porte d'un autre. Il était resté chez lui. Un jour, une petite boîte était posée sur le paillasson devant la porte. À l'intérieur se trouvait une vieille clé plate, celle-là même qu'il avait ramassée un jour devant son seuil. Sous la clé, un bout de papier blanc avec une note laconique. Trouvé chez le concierge. Il repensa à ses premiers jours. La caméra clignotait, la clé était étrangère, le paillasson s'éloignait de la plinth. Il boucla la boucle. Maintenant, la clé était revenue là où elle devait être, dans la boîte à outils. Il la rangea dans le compartiment, à côté du tournevis et des agrafes. Non pas comme un signe, mais comme un objet utile. Vers le soir, le concierge est entré, a rendu les joints en trop et a demandé d'un signe de tête si tout tenait bien. Il a répondu par le même geste, bref. Dans les yeux des deux hommes, il y avait une compréhension commune. La maison n'est ni un mystère, ni un ennemi. La maison est le fruit d'un long travail accompli par de nombreuses mains. Il ferma la porte derrière lui et entendit le chariot avec les sacs poubelles se déplacer en bas. Le verrou de la réserve cliqueter à nouveau. L'ascenseur tirer sur le câble. Ces bruits, autrefois effrayants, faisaient désormais partie de son « ici ». Il s'assit à nouveau sur le tabouret, attendit 1 minute, ouvrit la salle de bain et se regarda dans le miroir. Il était là, avec sa table, sa chaise, son étagère, sa feuille. La pièce ne reflétait pas un agencement étranger, mais un simple fait. Il avait choisi de rester et avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Aucun rebondissement n'était venu de l'extérieur, comme par miracle. Tout était le résultat des décisions prises par des personnes. Le manager, qui avait envoyé les cales, l'ingénieur avec son rapport, le technicien avec son tampon, le concierge avec sa ceinture, le propriétaire qui avait retiré sa plainte, et lui-même qui avait laissé 1 minute vide et avait soutenu le regard sur cette pièce ordinaire. Il a fermé la porte et éteint la lumière. Le cahier reposait tranquillement sur la table. Sur la première page, les mots qui avaient marqué le début de sa maison. Chaise, tasse, ombre, interrupteur, étagère. Sur la dernière, un seul mot, et cela suffisait.